Bienvenue à tous les curieux. Voyez-vous la lumière? Quelle lumière? 1980 est sans doute une année à marquer d'une pierre blanche, du moins en ce qui concerne le cinéma. Coucou, chérie. En effet, cette année très prolifique nous a offert Elephant Man de David Lynch, Je suis un homme. Raging Bull, Tu veux vraiment que je cogne? Je veux que tu me frappes pendant toute la sauce, je veux que tu me foutes la gueule en miettes, allez vas-y, cogne. T'es sûr? Ouais. L'Empire contre-attaque, Shining, Kagemusha, Le Dernier Métro, Vendredi 13, Gloria de John Cassavetes et tellement d'autres. Mais il y en a un qui mérite tout particulièrement sa place sur cette chaîne. Cher Jack, tu es vraiment à ton affaire, dans la fange et la boue avec la vermine. Car c'est une réussite formelle et artistique incontestable à tout niveau. Crois-moi, Jack, ce passage souterrain va nous mener à la lumière. Doublé d'un succès critique et public indéniable. C'est également un film culte pour de nombreuses raisons. Et pourtant, il me paraît relativement peu cité aujourd'hui par le YouTube Cinégame francophone, alors que c'est juste un bijou du 7e art dont toutes les qualités ne seront probablement jamais égalées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir The Blues Brothers. John Landis sort son premier film schlock en 1973. Il écrit et réalise ce dernier qui parle d'un gorille pouvant être le chaînon manquant et qui sème la panique en Californie. C'est un premier essai qui n'est pas marquant, loin de là, à part peut-être pour le fait de voir également débuter un autre futur grand du cinéma dans le domaine des maquillages spéciaux cette fois, Rick Baker, futur lauréat de 7 Oscars, dont un pour Le Loup-garou de Londres, également de John Landis. En 1977, le réalisateur revient avec Hamburger Film Sandwich ou en VO Kentucky Fried Movie, un film à sketch parodiant de nombreux films et premier scénario des As. David Zucker, Jim Abraham et Jerry Zucker, futurs créateurs des Y-a-t-il, de Police Squad et de Top Secret, bref, les pères de la parodie moderne. Non, nous ne pourrons pas atterrir avant 2 heures. Le brouillard recouvre les montagnes et il nous faut les survoler pour atteindre Chicago. L'année suivante, il réalise American College ou en VO National Lampoon's Animal House d'après un scénario de Harold Ramis, entre autres, et dont c'est le premier script, avec l'hilarant John Belushi en vedette. Je suis un fourre-tout. Pigé. Le film est produit par Ivan Reitman, futur réalisateur de Ghostbusters. On voit donc comment cette bande, dont les comédiens sont principalement issus de l'émission comique Saturday Night Live, s'est formée et comment elle a régné sans partage sur la comédie américaine des années 80. John Belushi fait partie des 9 membres originaux du SNL de NBC, avec Dan Aykroyd qu'il a rencontré à Chicago à la Ligue d'improvisation théâtrale, George Coe, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Larry Newman, Michael O'Donoghue et Gilda Radner. Pour un sketch musical qui a uniquement pour ambition de chauffer le public, Dan Aykroyd et John Belushi créent Elwood et Jack, surnommés Joliet, comme la prison fédérale Blues. Deux frères musiciens et chanteurs, habillés comme des mafieux période Sam Giancana, avec costumes noirs, lunettes noires et chapeau sur la tête, qui débordent d'énergie et chantent le blues comme personne. Leur nom n'est donc définitivement pas usurpé, loin de là. Mais qui dit groupe dit musicien, et les frères Blues sont accompagnés d'excellents instrumentistes, souvent spécialisés, bien évidemment, dans le jazz, le blues et la soul music. Il y a le grand Matt Murphy, surnommé Guitare, décédé en 2018. Steve Cropper, dit le colonel, également guitariste, ainsi que Donald June, surnommé Duck, à la basse. Ces deux derniers étant issus du groupe Booker T and the MGs, une formation qui a accompagné, entre autres, Otis Redding. N'oublions pas Murphy June au piano, qui remplace Paul Schaeffer pour le film, ainsi que Willie Hall alias Too Big à la batterie, l'un des musiciens d'Isaac Hayes. Et tout ce petit monde est accompagné de plusieurs membres de l'orchestre du Saturday Night Live, comme Alan Rubin, dit Mr. Fabulous, à la trompette, Tom Malone, dit Bones au trombone, et Lou Marini, alias Blue Lou au saxophone. Ce quasi big band d'exception est donc composé de musiciens chevronnés qui ont accepté de se prêter au jeu de la rigolade pour accompagner John Belushi et Dan Aykroyd dans leur délire cinématographique qui raconte de manière fort heureusement largement romancée l'histoire du groupe The Blues Brothers. L'orchestre, Elwood, tu comprends? Non, pas du tout.
Certains comme Tom Scott et Beer Johnson ont fait partie du band, mais sans toutefois apparaître dans le film. Je me contenterai donc de privilégier ceux qui ont pris part à l'aventure sous l'égide de John Landis. Les Blues Brothers ont sorti 4 albums entre 1978 et 1980, dont un qui constitue la bande originale du film et est intitulé The Blues Brothers Music from the Soundtrack, un autre étant une captation d'un concert et titré Live at the Universal Amphitheater. Par la suite, ils ont sorti plus d'une vingtaine d'albums, dont plusieurs best-of et des lives, comme ceux de Montreux et de Las Vegas. Le film, dont le scénario est coécrit par Dan Aykroyd et John Landis lui-même, commence par la sortie de prison de Jack Blues, incarné par John Bellucci et surnommé Joliet, justement parce qu'il vient de purger une peine dans cette célèbre prison de l'Illinois pour vol à main armée. Et c'est le réalisateur et marionnettiste Frank Oz, le créateur de Yoda, qui prête ses traits à l'officier chargé de lui rendre ses affaires. Un veston usagé noir, un pantalon usagé noir, un chapeau noir, un préservatif non utilisé, un autre utilisé. Son frère Elwood, interprété par Dan Aykroyd, vient le chercher et l'on se rend compte qu'ils sont tous les deux habillés à l'identique, tels des Laurel et Hardy au casier judiciaire bien rempli. Mais même s'il est très heureux de le revoir, ce que Jack a du mal à digérer, c'est que son propre frère soit venu le chercher à sa sortie de prison dans une voiture de police. En fait, un ancien modèle qu'Elwood a racheté car le véhicule n'était pas cher. Ils se rendent très vite à Chicago et précisément à l'orphelinat catholique qui les a recueillis et élevés. Et ils apprennent par la mère supérieure que s'ils ne payent pas les $5000 d'arriérés qu'ils doivent aux impôts d'ici 11 jours, l'orphelinat va être fermé et le bâtiment rasé, laissant des dizaines d'orphelins sans toit ni avenir. Vous êtes vraiment dans la merde jusqu'au cou. J'ai rien dit, moi. Oh non, Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a bouffé du cheval aujourd'hui, mais elle est folle, la pingouine. Ils se rendent alors dans une église où prêche le révérend Cleophus James, incarné par James Brown. Et Jack voit littéralement la lumière. L'orchestre. Avez-vous vu la lumière? Oui, par Jésus et Saint Fred Astaire, la lumière, je l'ai vue. Il sait comment son frère et lui vont pouvoir sauver leur orphelinat. Se sentant infiniment redevable, il décide de gagner cette somme honnêtement en reformant le groupe des Blues Brothers, leur ancien orchestre, de se produire en concert et d'offrir l'intégralité des recettes à la mère supérieure, amenant eux-mêmes l'argent au bureau des impôts s'il le faut. Mais ce n'est pas une mince affaire, car tous les membres du groupe sont dispersés et ont des situations plus ou moins stables à présent. Moi et le ciel, on a un arrangement. On est en mission pour le Seigneur. Ce qui ne garantit absolument pas leur retour dans la formation musicale, d'autant qu'avec les frères Blues, ils savent qu'ils s'engagent davantage dans des plans galères que dans une aura de paillettes et de lumière comme seul vous en procure le show business. Qu'ils soient devenus maîtres d'hôtel dans un grand restaurant, Eh dis donc, toi, combien que tu me la vends ta femme là? Si tu dînes, on viendra croûter dans cette boîte 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner tous les jours de la... D'accord, vous me tenez. ou marié et patron d'un petit diner, C'est les Blues Brothers. Changeriez-vous de point de vue si vous saviez que nous demandons à Matt de participer à une sainte croisade? Voyez-vous, nous sommes en mission pour le Seigneur. Oh, pas de blasphème. Vous entendez pas de blasphème ici. ils accepteront tous de replonger dans l'aventure avec les Blues Brothers, parce qu'ils sont drôles, sympas et charismatiques, mais aussi parce que, comme disent ces derniers, ils sont en mission pour le Seigneur. Et celle-ci ne sera pas de tout repos et les emmènera à 100 à l'heure dans des situations toutes plus improbables, drôles et loufoques les unes que les autres. Ils se feront par ailleurs de nombreux ennemis, parmi lesquels un groupe de néo-nazis emmené par Henry Gibson, un groupe de country, les Good Old Boys, dont le leader n'est autre que Charles Napier, le patron d'un bar country, le Bunker, une mystérieuse femme surarmée qui tente de les tuer à plusieurs reprises, ainsi que la police de Chicago, puis celle de tout l'État et même l'armée. Le rythme est trépidant, la bande-son est monstrueuse, avec le célèbre Everybody Needs Somebody to Love, mais aussi du classique du blues et de la soul et même une reprise du thème de la série Rawhide. Et le casting tout simplement légendaire avec ceux que j'ai déjà cités, mais aussi Ray Charles dans le rôle du propriétaire d'un magasin de musique qui démontre au groupe que son piano est parfaitement accordé. Aretha Franklin qui incarne la femme de Matt Murphy et se livre à une version de Think tout simplement estomacante. John Lee Hooker en musicien de rue qui joue Boom Boom.
Cape Calloway alias Curtis, celui qui initie les frères au blues depuis leur enfance et se charge de faire patienter la foule en attendant les vedettes au moment du concert. Et même Chaka Khan en soliste des chœurs de l'église. Mais comment ne pas citer également Carrie Fisher, notre princesse Leia, qui incarne ici la femme mystérieuse et déterminée, qui fait tout pour assassiner nos chers frangins musiciens. Oh, misérable Locke. Crois-tu réussir à t'en tirer par des mensonges? Tu m'as trahi, moi. Paul Rubens, alias Pee Wee Herman, qui joue ici un serveur. Le grand John Candy, en officier de probation de Jack Blues. Raven Delacroix, l'une des égéries de Russ Meyer sur Mega Vixen. Devereaux White, le futur Argyle de Piège de Cristal, qui est ici enfant et tente de voler une guitare à l'aveugle Ray Charles. La célèbre mannequin Twiggy, en Femme à la Jaguar. Steven Williams, en officier Mount. Trina Park, qui était la James Bond Girl Perle Noire dans Les Diamants sont éternels. Et même Steven Spielberg dans le rôle du percepteur des impôts, qui s'absente pour aller aux toilettes. Une galerie de personnages tout simplement impayables, servis par des acteurs nombreux et tous impeccables, et des surprises en cascade sans mauvais jeu de mots, délivrées par un scénario prenant, haletant et tout simplement ciselé à la perfection par John Landis et Dan Aykroyd. L'humour est également omniprésent, que ce soit à travers les dialogues, les situations ou même les personnages et leurs gestuels. Mais c'est le verre à eau, monsieur. Dans ce film, les fous rires ne manquent vraiment pas. Sans oublier les cascades ultra nombreuses, surtout lors de la course-poursuite finale, parodiant à outrance celle de French Connection, qui en fait très certainement l'une des fins les plus spectaculaires et mémorables de toute l'histoire du cinéma et qui vaut au film un record, encore d'actualité jusqu'en 2009, et le film de Stephen Sommers, G.I. Joe, celui du plus grand nombre de véhicules détruits dans un même métrage. C'est un film unique en son genre, puisqu'il s'agit d'une comédie musicale d'action, un pari risqué pour le réalisateur et les comédiens, mais largement réussi et dépassant même toutes les attentes, devenant même, sans que cela soit exagéré ou galvaudé, un film définitivement culte, à voir et à revoir sans modération. Le film est une sorte de blockbuster, ce qui est relativement impressionnant si l'on tient compte du fait que les acteurs étaient des débutants au cinéma et qu'une grande partie du casting, même s'ils étaient célèbres à l'époque, étaient surtout connus pour être des musiciens et chanteurs de grand talent, pas des acteurs. Produit pour environ 27 millions de dollars à l'époque, ce qui était une sacrée somme. On est en mission pour le Seigneur. Il en a rapporté plus de 115 dans le monde entier, avec un box-office France à plus de 2,4 millions d'entrées. Un triomphe. Sans oublier les critiques très positives et un bouche à oreille tout aussi énergique et enthousiaste que le film lui-même. Les fabuleux Blues Brothers se produisent à la grande salle du Palace Hotel. Outre la musique d'Elmer Bernstein, la bande-son absolument monumentale de ce film comprend tout de même She Caught the Catty en thème d'ouverture, Shake a Tail Feather par Ray Charles, The Landmark par James Brown, et des chœurs gospel dont la soliste est Chaka Khan, Think par Aretha Franklin, qui me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Minnie the Moocher par Cab Calloway, Sweet Home Chicago, Everybody Needs Somebody to Love, Boom Boom de John Lee Hooker, I'm Walking de Fats Domino, les génériques des séries Rawhide et Peter Gunn, même la chevauchée des Valkyries de Wagner, et The Girl from Ipanema dans la scène de l'ascenseur. Et le film se termine par une version endiablée du Jailhouse Rock d'Elvis Presley, dont certains couplets sont entonnés par James Brown, Aretha Franklin, Cab Calloway et Ray Charles entre autres. Let's rock. Everybody, let's rock. Un pur moment de bonheur musical et cinématographique qui a pris fin en 1982 avec la mort prématurée de John Belushi d'une overdose, mettant ainsi un terme à toute idée de tournée mondiale ou même de suite, en tout cas dans un premier temps. En 1988, les musiciens reforment le groupe et se produisent partout dans le monde. Et en 1998, John Landis remet le couvert dans un film hommage à John Belushi, Blues Brothers 2000, où Paul Schaeffer est cette fois présent et compose même la musique.
Sans oublier la présence de Isaac Hayes, James Brown, B.B. King, Eric Clapton et Aretha Franklin, parmi tellement d'autres. Et John Goodman en Mac Mighty McTeer pour remplacer Jack Blues. Mais pourtant écrit par Landis et Aykroyd tout comme le premier film, la mayonnaise ne prend pas et le résultat est mitigé, laissant les spectateurs fans de musique blues sur leur faim et nostalgiques du film originel, qui lui était tout simplement parfait, en plus d'être culte, et nous faisait passer 2 heures de pur bonheur face à un spectacle complet de chant, de danse, excellemment chorégraphié, et de poursuites infernales, sur un rythme échevelé, dans un scénario malin, où les frères Blues gardent toujours leur flegme légendaire, malgré des tonnes de choses qui leur tombent littéralement sur la tête. Et au moins 7 ou 8 $ en petite monnaie ici. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur The Blues Brothers. Il est presque 9 h, Jack. On a du pain sur la planche. Vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.